Depuis des années, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous les dirigeants politiques s'accordent pour dire que l'Union européenne ne fonctionne pas correctement. Tous les partis politiques, sans exception, se présentent aux élections avec comme promesse, au choix, la refondation de l'Europe, l'avènement d'une autre Europe, ou bien sûr, le fameux projet de changer d'Europe. Alors c'est ça qui vous explique, par exemple, le Parti socialiste en 1979 a fait la campagne pour les élections européennes avec le titre « Changer l'Europe, vivre au pays ». Et puis en 2009, 30 ans après, sa campagne c'était « changerl'Europe.fr ». La seule différence qui s'était passée entre les deux, c'est l'invention d'Internet. Mais ça veut dire que le Parti socialiste a quand même eu le culot de faire le même slogan à 30 ans d'intervalle. Naturellement, d'ailleurs, on peut être à peu près certain que l'année prochaine, si tout va bien, on va nous promettre encore de changer l'Europe. Outre le fait que l'on nous resserre les mêmes slogans depuis plus de 30 ans, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette autre Europe n'arrive jamais? Pour réellement changer l'Union européenne, il faudrait changer les traités dans lesquels sont gravés des principes comme, par exemple, les délocalisations, article 63 du TFUE, l'obligation pour les États d'emprunter sur les marchés privés, article 123 du TFUE, ou encore l'orientation des politiques économiques par la Commission européenne, article 121 du TFUE. Comment changer les traités européens? L'article 48 du TUE stipule expressément que toute modification des traités doit être statuée à l'unanimité des 28 États membres. Les 28 gouvernements des 28 pays membres devraient donc tomber d'accord au même moment pour qu'un traité soit modifié. Quelles sont les chances d'avoir 28 gouvernements du même bord politique? Jouons un peu et calculons les chances que les 28 gouvernements des 28 États membres soient, au même moment, de la même couleur politique, droite ou gauche. Si nous ne prenons qu'un État, la probabilité qu'il y ait, à un moment donné, un gouvernement, par exemple de gauche, est de 50%. Si nous prenons deux États, la probabilité que les deux gouvernements soient au même moment de gauche n'est plus que de 25%. Si nous prenons 4 États, cette probabilité chute à 6,25%. Et si nous prenons les 28 États membres de l'Union européenne, la probabilité d'avoir au même moment 28 gouvernements de gauche n'est finalement plus que de 0,0000004%. Les chances d'avoir l'unanimité sur une vraie réorientation de la politique européenne sont donc équivalentes au mieux à un jour tous les 735 000 ans. À titre d'exemple, vous avez 13 fois plus de chances de trouver les 6 numéros gagnants du loto. Et encore, nous avons pris un cas extrêmement favorable, gauche-droite, qui ne tient pas compte des réelles divergences qui existent entre les différents partis européens du même bord politique. Mais imaginez alors les chances d'avoir 28 Jean-Luc Mélenchon ou 28 Marine Le Pen. Comment sortir de cette arnaque? Vous venez de voir pourquoi toutes les promesses d'autres Europe ne sont que des mensonges. La seule solution juridique pour sortir de cette arnaque européenne réside dans l'article 50 du TUE, qui permet à tout État membre de sortir sereinement de l'Union européenne. Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler aujourd'hui des questions financières concernant notamment les finances des autres partis politiques. C'est un sujet que j'aborde régulièrement, en fait, depuis maintenant plusieurs mois et sur lesquels nous avons attiré l'attention du grand public voici plusieurs semaines à l'occasion de la publication des comptes des partis politiques de 2017 validés par les experts comptables, par des cabinets de commissaires aux comptes, puis par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, la CNCCFP, qui a rendu les comptes 2017 de tous les partis politiques publics le 11 janvier dernier. Nous avions publié sur notre site un dossier tout à fait intéressant signé Charles-Henri Gallois qui nous montrait notamment que l'UPR était le troisième parti politique probablement en nombre d'adhérents payant, je dis bien, puisque En Marche ou France Insoumise, ça n'est pas payant.
de telle sorte qu'ils peuvent annoncer 300 000, 500 000, 2 millions ou 500 millions d'adhérents, ça serait pareil. Mais je parle des nombres d'adhérents payants. C'est la seule chose qui compte vraiment. C'est qui est-ce qui est d'accord pour financer un parti. Et puis dans ce dossier, nous montrions que l'UPR, en tout cas on le rappelait, a 0 € d'emprunt bancaire. C'est très important. Alors, j'insistais sur ce dossier parce que, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et j'y reviens, les grands partis politiques qui dirigent la France font assaut auprès du grand public pour expliquer on doit leur confier les manettes du pays parce qu'ils vont redresser l'endettement catastrophique de notre pays. Le problème, et c'est ce que je montrais, c'est que les plus grands partis politiques sont eux-mêmes extrêmement endettés. Le Front National a un endettement fin 2017 qui correspond à 6,5 années de cotisation. Et comme en 2018, le Parlement européen s'est rappelé au bon souvenir de Madame Le Pen en lui réclamant, je crois quelque chose comme 2 millions d'euros, qui sont des fonds du Parlement européen qui ont servi en fait à financer des collaborateurs du Front National en France. Donc c'est en fait du détournement des fonds européens. Madame Le Pen s'est vue réclamer de restituer l'argent. J'ai eu l'occasion d'expliquer que Madame Le Pen avait demandé et obtenu une audience auprès du Premier ministre, Édouard Philippe, le 17 décembre dernier, où elle était venue lui expliquer ses problèmes financiers, plus exactement ceux du Front National, enfin devenu Rassemblement National. Et comme je l'avais souligné, maintenant, entre les 6,5 années de cotisation qu'elle devait déjà fin 2017, puis l'argent que lui réclame le Parlement européen, on peut estimer que le Rassemblement national ne doit pas être loin d'avoir à peu près 8 ans son endettement ne doit pas être très loin de 8 ans de cotisation. C'est pour ça qu'elle est venue voir Édouard Philippe. Et vous l'avez noté, quelques semaines après, le 16 janvier dernier, le Front National, comme par miracle, décidait de laisser définitivement tomber l'idée de la sortie de l'euro. Il y a peut-être une relation de cause à effet, puisque lorsque l'on a besoin des banques pour vivre, il est difficile de taper sur l'euro ou de se défaire de l'emprise des banques. C'est difficile de mordre la main qui vous nourrit. J'ai eu l'occasion d'expliquer que le Parti socialiste, quant à lui, avait un endettement fin 2017 qui correspondait à 8 ans et demi de cotisation. Mais le pompon, c'est les Républicains, le parti de M. Wauquiez, celui de Nicolas Sarkozy auparavant, qui affichait fin 2017 un endettement de l'ordre de 54 millions d'euros pour des ressources de cotisation d'adhérents de 2,7 millions d'euros, c'est-à-dire 20 ans de cotisation. Je m'adresse ici à toutes celles qui m'écoutent et tous ceux qui m'écoutent, et parmi eux peut-être des commerçants, des artisans et des chefs de PME. Est-ce que vous imaginez d'avoir un commerce ou bien une PME dont l'endettement bancaire représenterait 20 années de chiffre d'affaires? Puisque les cotisations des adhérents, on peut comparer ça à un chiffre d'affaires. C'est évidemment un parti en faillite. Alors j'ai expliqué ceci depuis plusieurs semaines et même depuis plusieurs mois, en expliquant qu'il était assez grotesque de voir ces partis politiques donner des leçons de bonne gestion alors qu'ils ne sont même pas capables de bien gérer leur propre boutique. Nous avons 0 € d'emprunt bancaire. 0 € d'emprunt bancaire. Ça veut dire qu'on est dans la main de personne. Si vous allez regarder, on a publié un dossier là-dessus sur le sujet à partir des comptes de la CNCCFP, de cette commission nationale, qui prend les comptes des partis politiques, qui doivent tous être tenus par un expert comptable et ensuite validés par 2 cabinets d'experts de commissariat aux comptes différents, s'il vous plaît, et ensuite validés par la CNCCFP. Nous avons montré là-dedans, il suffit de prendre les données qui sont disponibles. Figurez-vous que le parti Les Républicains, leur endettement bancaire est égal à 20 ans de cotisation. Il leur faut 20 ans de cotisation pour rembourser leur endettement bancaire. Ça veut dire que virtuellement, ils sont en faillite, en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas libre de vos propos. Puisque si vous dites des choses qui déplaisent à votre banquier qui vous fait des crédits revolving, comme on dit, c'est-à-dire
régulièrement, va vous dire bah, écoutez, pour le prochain crédit, vous irez voir ailleurs. Il vous donne des leçons, il vous donne des leçons de bonne gestion. Et les socialistes, je suis d'accord avec vous, mais les républicains, c'est du pareil. Ou même le Front National, idem. Ou le Front de gauche, qui est également perclus de net. Ils vous donnent des leçons de bonne gestion pour la France. Ils font tous campagne en disant c'est scandaleux, la France vit au-dessus de ses moyens, c'est une honte. Et quand on regarde les comptes de leurs propres boutiques, ils sont même pas capables de gérer leurs propres boutiques sans faire des déficits énormes. Faites confiance pour la gestion du pays à un parti politique comme le nôtre qui ne reçoit aucun argent public, aucun argent de milliardaires, ça je peux vous l'assurer. Les héritiers de Madame Bettencourt n'ont pas jugé bon de nous donner même 10 centimes, et qui ne reçoit aucun prêt bancaire. Et nous faisons tout ça uniquement grâce aux dons et aux cotisations de nos adhérents. Si je vous parle de ça ce soir, c'est parce que l'on a appris, voici donc 2 jours, là nous sommes le 1er mars, on a appris que justement le parti Les Républicains vient de se désendetter de façon substantielle en vendant son siège, le siège qu'il avait acheté, qui se trouvait, je crois, 239 rue de Vaugirard à Paris 15e, un siège prodigieux de 5000 mètres carrés, s'il vous plaît, installé dans un ancien garage qui avait fait l'objet d'une rénovation complète. Donc, le parti de M. Wauquiez a décidé de vendre ce siège. Il l'a vendu, si j'ai bien compris, 46 millions d'euros. Il l'a vendu pour ne plus être endetté. Et ce qui est drôle, c'est ce qu'a dit le trésorier, M. Daniel Fasquelle, le trésorier des Républicains. Il a dit « On ne pourrait pas prétendre demain gérer la France si on n'avait pas été capable de désendetter le parti. » Ça me fait sourire parce que j'ai l'impression qu'il doit y avoir un certain nombre de dirigeants des Républicains qui doivent de temps en temps aller zioter ce que je dis, mes conférences. Et notamment, ils ont dû avoir des remontées du terrain en disant ce que dit Asselineau n'est quand même pas faux. Il est difficile de donner des leçons de bonne gestion et de prétendre devant les Français qu'on va rétablir la situation lorsqu'on est à la tête d'un parti en faillite. Rappelons d'ailleurs que si la France est dans la situation dans laquelle elle est, du fait de son endettement, c'est quand même d'abord et avant tout la gestion du Parti socialiste et la gestion de l'UMP et du Parti républicain qui en est et des Républicains qui en est la cause. Il faut quand même pas l'oublier. Alors donc voilà que ces dirigeants des Républicains, bien finalement, suivent les conseils de bonne gestion que je fournis. Seulement voilà, ce qui est assez cocasse en fait, c'est quasiment tragicomique, c'est que sur cet argent, les 46 millions, ils avaient un certain nombre de dépenses, 3 millions d'euros pour sortir de contrats comment dirais-je, sur les taux d'intérêt. Ils ont voulu garder une petite poire pour la soif pour un fonds de roulement de 4 millions d'euros. Enfin, bref, on apprend au bout du compte que le parti Les Républicains, après toutes ces opérations, va rester endetté à hauteur de 13,1 millions d'euros. Alors c'est vrai que par rapport à 54, passer à 13,1 millions d'euros, c'est vrai qu'il y a une sacrée amélioration. Personne ne peut en disconvenir. Mais ce qui est drôle, c'est que M. Wauquiez a dit, en parlant de cette opération, que c'était une gestion rigoureuse. Il a dit « Je veux montrer au parti » je parle de M. Wauquiez qui dit ça « Je veux montrer au parti » comme dans la région que je préside, donc la région Auvergne, que ce que nous voulons pour la France est possible, la baisse de la dépense publique, une gestion rigoureuse pour diminuer la dette, etc. En d'autres termes, M. Wauquiez a dit que la gestion dont il faisait preuve était rigoureuse et qu'il allait donner ça en exemple aux Français. Alors, pourquoi je rigole ? Je rigole pour 2 choses. La première, c'est qu'il faut savoir que la vente du siège a été faite à qui ? À un fonds d'investissement allemand. Et que M. Wauquiez a eu l'idée lumineuse de rester dans l'immeuble dont il devient désormais locataire. Et d'ailleurs, 4 millions d'euros ont été consacrés à une espèce, si j'ai bien compris, de garantie comme quoi les loyers seront payés au fonds d'investissement allemand.
Ça veut dire très exactement que le parti Les Républicains, qui prétend être gaulliste, qui prétend être un ardent défenseur de la bonne gestion et de la gestion rigoureuse et à la limite de l'indépendance nationale, eh bien, il dépendait des banques. Le voilà maintenant qu'il est le locataire d'un fonds d'investissement allemand. C'est quand même assez extraordinaire. Le fonds d'ailleurs s'appelle Real comme le réalisme, pour ne pas dire le cynisme. Donc maintenant, les Républicains, au lieu de dépendre peut-être de la Société Générale ou du Crédit Lyonnais, dépendent directement, il est le locataire d'un fonds d'investissement allemand qui se méfie tellement d'ailleurs de la mauvaise gestion des Républicains qu'il a demandé et qui a déjà une espèce de compte séquestre, si j'ai bien compris, de 4 millions d'euros pour être sûr qu'il sera bien payé de ses loyers. Ça, c'est la première chose. Quant à la deuxième chose, quand M. Wauquiez parle de gestion rigoureuse, c'est quand même une gestion modérément rigoureuse. En fait, les Républicains conservent 5000 mètres carrés. 5000 mètres carrés, alors qu'ils ont 2,7 millions de cotisations. Je rappelle que nous, en 2017, nous avons eu, je crois, 2,2 millions de cotisations. Donc on a eu à peu près, pas loin, mais un peu moins sans doute, d'adhérents payants que les Républicains, mais pas beaucoup moins. Et que nous nous contentons de 180 mètres carrés. Voilà. Donc nous, on a 180 mètres carrés. Et les Républicains, ils ont besoin de 5500 mètres carrés à louer. On se demande ce qui s'y passe dans leur truc. Mais ça n'est pas tout. Ils gardent un endettement de 13,1 millions d'euros. Si vous divisez 13,1 millions d'euros par 2 700 000 euros qui sont les rentrées de cotisation, ça vous fait encore 4,8 années de cotisation, presque 5 ans. C'est-à-dire ce que M. Wauquiez appelle la gestion rigoureuse, celle-là même qu'il voudrait montrer en exemple pour ce qu'il ferait en France, consiste à conserver un endettement qui correspond à près de 5 années de chiffre d'affaires. On pourrait dire 500% du PIB, si on comparait ça au produit intérieur brut, et de surcroît se mettre dans la main d'un fonds d'investissement allemand. En fait, de gestion rigoureuse, c'est tout simplement une catastrophe. Même en se désendettant, en vendant le siège, les Républicains sont en fait dans l'incapacité de faire preuve d'une vraie gestion rigoureuse, d'une gestion parcimonieuse et d'une gestion qui soit totalement indépendante. Cela n'a rien à voir avec l'Union populaire républicaine qui, je le rappelle, a 0 € d'endettement bancaire. Le lieu que vous voyez autour de moi a été totalement et entièrement autofinancé grâce à vos dons, à vos cotisations annuelles en tant qu'adhérents ou que sympathisants. Et nous avons, je l'ai dit, un siège qui fait 180 mètres carrés et qui est un siège dans lequel nous avons des bénévoles qui travaillent. Nous avons très peu de salariés parce que nous faisons attention à votre argent. Je terminerai d'ailleurs ce propos en conclusion. Je voudrais revenir sur ce que j'avais dit pendant l'élection présidentielle pour renouveler cette promesse que j'avais faite, cette promesse programmatique. Je considère que l'on devrait interdire à tous les partis politiques français de s'endetter auprès d'un établissement bancaire. Parce qu'il y a une logique dans les lois sur le financement des partis politiques. La loi sur le financement des partis politiques, elle interdit à un parti politique d'être financé par une entreprise privée ou publique ou par une association. Les seules ressources qui sont autorisées pour les partis politiques, ce sont les ressources de personnes physiques sous forme de cotisation, d'adhésion ou de dons, ou bien c'est un apport de l'État si on a obtenu aux dernières élections législatives précédentes 50 candidats dépassant 1% des suffrages. Mais tout le reste est interdit. Tout le reste est interdit sauf l'endettement bancaire. Mais qu'est-ce que c'est que l'endettement bancaire ? C'est quand même de l'argent prêté justement par des sociétés privées. Je suis donc d'avis, je confirme ce que j'avais dit dans mon programme, je suis d'avis que désormais, lorsque nous serons arrivés au pouvoir, les partis politiques devraient ne dépendre que de l'argent de leurs adhérents et sympathisants. On pourrait même non seulement interdire tout financement bancaire, mais même d'ailleurs toute subvention de l'État. Après tout, nous avons 0 € d'endettement bancaire et 0 € de financement de l'État. C'est-à-dire qu'un parti politique ne devrait pouvoir se développer que s'il reçoit l'argent de ses adhérents et de ses donateurs sous un plafond de 7 500 € maximum par an.
L'impact d'une telle mesure, c'est que l'on verrait d'un seul coup se dégonfler tous les partis politiques qui sont en fait sans adhérents payants. Je pense notamment à En Marche. Je pense aussi, pour une large mesure, au Parti socialiste. On verrait se dégonfler ces partis politiques qui sont financés en réalité derrière par des hommes de paille ou par des sociétés écrans ou par des grandes banques. Réfléchissez-y. Je pense que la bonne solution pour commencer à rendre à la France sa démocratie, c'est que les partis politiques ne puissent être financés que par les citoyens. De telle sorte d'ailleurs qu'ils seraient bien obligés de défendre l'intérêt des citoyens. Et au standard, c'est Pierre qui ouvre le bal. Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour. Vous nous Bonjour appelez de Monsieur Philippot. Vous nous appelez de Bretagne. Florian Philippot vous écoute. Oui, de Guipry, effectivement. Bonjour Monsieur Philippot. Donc ma question porte sur le volet social du programme du FN. Vous savez que ce programme ne pourrait pas être appliqué dans le cadre de l'Union européenne, puisque par exemple l'article 63 du TFUE interdit aux États de lutter contre les délocalisations, ce que ne dit d'ailleurs jamais le FN, où chacun a sa petite version personnelle. J'invite les auditeurs à regarder les 21 versions contradictoires du FN sur l'Union européenne qu'a compilé l'Union populaire républicaine. Donc au lieu de commencer votre mandat par 6 mois de négociations bidons, puisqu'il faudrait l'unanimité des 28 États membres pour pouvoir changer une virgule des traités européens, conformément à l'article 48. Pourquoi, Monsieur Philippot, ne militez-vous pas pour une sortie claire et simple de l'Union européenne, comme par l'article 50, comme en France seule l'Union populaire de François Asselineau le fait depuis plus de 10 ans. Merci Pierre pour cette question. Une sortie claire et nette plutôt que de tergiverser sur les virgules, disait notre auditeur. Je crois qu'on peut faire plus clair et net que ce que nous disons. Référendum au bout de 6 mois et évidemment nous utiliserons ce qui est prévu par les traités, c'est l'article 50 qui permet de quitter l'Union européenne, celui que vont déclencher les Britanniques bientôt. Pourquoi on fait un référendum? Parce que c'est un sujet majeur. Nous sommes des démocrates. Il y a eu des référendums sur Maastricht, il y a eu des à l'Union européenne. C'est un gadget parce que quand on vote pour le Front National et donc si Marine Le Pen devait gagner cette campagne présidentielle, on sait pertinemment que vous êtes pour une sortie de l'euro. Donc pourquoi rajouter un référendum? On sait pertinemment qu'on est pour un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Ça c'est certain parce que c'est dans le projet. Sortir aujourd'hui de l'euro unilatéralement provoquerait une catastrophe. Ça n'a jamais été mon projet. Non, mais je... Ça n'a jamais été mon projet. Non, mais je... Ça n'a jamais été mon projet. Sur les questions d'Union européenne. Bonjour Pascal. Bonjour. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Merci. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Monsieur Philippot. Bonjour monsieur. Monsieur Philippot, comme d'autres membres du Front National, à chaque fois que vous parlez de sortie de l'Union européenne, vous vous arrangez pour que dans vos propos, il y ait des sujets migratoires en jeu. Vous voulez barrer les frontières aux migrants, vous voulez rendre la France aux Français, etc. La préférence nationale. Donc, finalement, vous arrivez à faire penser aux gens que vouloir sortir de l'Union européenne, c'est être xénophobe. Est-ce que c'est pas une façon pour vous de salir l'idée de sortie de l'Union européenne? D'autres personnes le proposent sans mettre de sujet clivant dans la balance. L'Union populaire républicaine qui était citée par mon prédécesseur, par exemple, mais vous mélangez les deux choses et ça fausse le débat national. Qui est Merci un débat Pascal pour cette question. Florian Philippot vous répond. J'espère d'ailleurs que votre candidat aura ses 500 signatures. Il les mérite. Petit message au passage pour la démocratie. Nous allons instaurer le référendum d'initiative populaire. On va aussi créer d'ailleurs l'outil du référendum d'initiative populaire qu'on mettra dans la Constitution. De sorte que si, par exemple, une question est approuvée par 500 000 Français, dans la même formulation, bien entendu. Si 500 000 Français le veulent, ils pourront déclencher eux-mêmes un référendum. Ensuite, il faudra qu'il soit validé par le vote, comme ça existe en Suisse, en Italie, en Californie ou ailleurs. En fait, c'est le système de votation tel qu'il existe en Suisse ou de référendum tel qu'il existe en Californie. Tout ça n'a rien de très nouveau.
François Asselineau, c'est votre vision de l'Europe? Quelle est la vôtre? Non, alors moi, ce que je constate, c'est qu'autour de cette table, finalement, sur les 11 candidats à l'élection présidentielle, il y en a 10 qui approuvent le principe de la construction européenne et qui proposent tous une autre Europe, renégocier l'Europe, sortir de l'Europe pour y rentrer. C'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock dans l'affaire Tournesol, n'est-ce pas? On s'en débarrasse jamais. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, ça me fait penser à un proverbe chinois qui dit « c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Pourquoi? Parce que pour renégocier les traités européens, il faut l'unanimité des 27 autres, bientôt 26 lorsque le Royaume-Uni sera sorti, parce que le grand peuple britannique a compris qu'il fallait s'en aller. Il faut donc l'unanimité des 27 autres gouvernements pour rouvrir des négociations. Et donc rouvrir des négociations qui se sont sédimentées depuis 60 ans et on va leur demander, écoutez, soyez gentils, vous allez accepter de s'aborder vos intérêts nationaux pour nous en donner plus à nous les Français. Évidemment, non. Évidemment, les autres gouvernements diront non, en particulier sur la directive des travailleurs détachés et sur tout le reste. Et puis ça n'est pas tout. C'est qu'à supposer même que l'on ait obtenu les 27 accords unanimes des autres gouvernements, il faut ensuite les 27 autres peuples, c'est-à-dire les 27 autres parlements ou référendums, puisque référendum obligatoire il y a en Irlande. Ça veut donc dire qu'il faudrait obtenir, avec les Français aussi d'ailleurs, il faudrait obtenir 2 fois 28, c'est-à-dire 56 accords unanimes pour changer les traités. Ça n'arrivera jamais. Alors quelque chose qui n'arrive jamais, eh bien il y a 2 choses à faire. Soit on continue à enfumer les Français en leur disant, ça fait quand même des décennies que ça dure, à chaque élection, on leur promet une autre Europe, soit ce que je propose, et je suis le seul candidat du Frexit, c'est-à-dire de faire sereinement, juridiquement, comme le font les Britanniques, la sortie de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne, tout simplement. Marine Le Pen, vous voulez répondre à Jacques Cheminade qui vous a interpellé. Marine Le Pen. Oui, Bernard Monod est à la Caisse des dépôts et consignations, donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit en l'occurrence les marchés. Mais Monsieur Asselineau, permettez-moi, mais je trouve que vous êtes injuste. Je trouve que vous êtes injuste parce que vous proposez une sortie brutale de l'Union européenne. Vous avez d'ailleurs la possibilité de le faire, c'est votre choix. Mais vous ne pouvez pas dire que la démarche qui est la mienne à l'égard de l'Union européenne est une démarche qui ne serait pas franche ou sincère. Sauf que moi, Monsieur Asselineau, je veux que ce soit les Français qui décident. Je considère que cette négociation, on doit la tenter parce que je pense que mon élection sera une chance pour l'Europe. Une chance parce que l'intégralité des pays qui souffrent, et vous l'avez rappelé tout à l'heure et vous avez eu raison, de l'euro, de l'ouverture totale des frontières, du libre-échange intégral, eh bien profiteront de cette occasion, profiteront que la France, ce grand pays, entre en négociation pour se mettre autour de la table. Et à l'issue de ces négociations, Monsieur Asselineau, quel que soit le résultat, eh bien ce seront les Français qui décideront quelle Union européenne ils veulent. Est-ce que celle-là leur va? Est-ce qu'ils veulent en sortir? Ça, c'est le programme, Madame Le Pen, c'est le programme de David Cameron. Oui, mais sauf que David Cameron, il voulait y rester. Lorsque nous assistons actuellement, n'est-ce pas, ils ont fini par sortir. Laissez-moi parler. Un agriculteur qui se suicide tous les jours. Lorsque nous avons une usine qui se délocalise presque tous les jours ouvrables. Il est grand temps d'agir, on ne peut plus continuer. J'ai vu d'ailleurs, vous avez fait des déclarations, d'ailleurs à vrai dire elles changent tout le temps, vous avez fait des déclarations comme quoi la sortie de l'euro maintenant, ça serait les élections italiennes en 2018, je ne sais plus quoi. Les négociations sur l'euro auront lieu en réalité à la fin de ces 6 mois pour attendre. Alors, il reste une minute. Pour attendre l'élection allemande et l'élection italienne. Non. Moi, je ne propose pas de sortir brutalement. Je propose de mettre en œuvre l'article 50. Concluez, Monsieur Asselineau, s'il vous plaît. De mettre en œuvre l'article 50 qui va faire une entrée en négociation, justement ce que font les Britanniques, qui durera 2 ans maximum. Et puis au cours de ces négociations, nous arriverons en parfait accord avec nos partenaires européens à une sortie amiable, puisque tout le monde est d'accord sur cette façon de sortir de l'Union européenne. Alors on fait quoi avec l'Europe? On sort, on fait un Frexit, comme l'invoque François Asselineau. On fait quoi? Je vois qu'il y a 34 listes ou une trentaine de listes pour les européennes. Mais en fait, il n'y en a que 2. Il y a Asselineau qui veut la sortie et tous les autres. Pourquoi pas? Mais disons que le tableau présenté comme ça peut satisfaire un moment de gaieté entre nous. Mais c'est pas le sujet. On fait quoi alors? Non, mais attendez, on fait quoi? Vous êtes presque aussi lamentable que les journalistes de l'officialité. Alors on sort ou on reste?
Alors si on reste, c'est comme c'est là. Si on sort, alors c'est la ruine et la catastrophe, l'hiver nucléaire. Il y a un paramètre que tous ces gens nient, qui s'appelle Asselineau ou qui s'appelle tous les autres. C'est l'existence d'une grande nation qui s'appelle la France. D'accord ? Nous n'avons aucune raison de ne pas vouloir changer ce qui est. Parce que personne ne peut se passer de nous. On ne fait pas l'Europe sans les Français. Donc, ma ligne, c'est sortir des traités. Mais qu'on me dise oui ou qu'on me dise non, si demain je gouverne ce pays, de toute façon, j'appliquerai mon programme. Plan A, on discute, vous voulez pas. Plan B, on le fait quand même. C'est une position politique qui inclut un paramètre qui est absent du raisonnement des autres. Les alignés, c'est la France n'est rien, elle ne compte pas. Quand on vous dit, mais et si vous convainquez pas les autres? Pardon? Qui est-ce qui ne peut pas être convaincu par les Français? Qui? Les Allemands? Alors parlons-en. Parlons du rapport à l'Allemagne. Mais traitons des questions comme elles s'opposent à une grande nation. Celui qui dit je sors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit j'ai perdu. Il dit la France compte pas. Elle n'existe pas. Elle pèse zéro. C'est le gouvernement allemand et son hinterland qui décident. Et bien c'est pas mon avis. Et supposons que tout ça vienne à éclater, ce qui est, à mon avis, le destin promis de la construction actuelle. Puis, déjà les Anglais sont partis. Personne n'a l'air de trop se demander pourquoi ils partent. On a entendu, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris, celle-là on nous l'a fait aussi à nous, pour le non. Si, ils ont parfaitement bien compris qu'ils n'avaient aucune raison de rester là-dedans, parce que ça leur rapportait rien, ça ne leur apportait rien. Alors ça se combine avec un sentiment national des Anglais, qui a toujours été très, une affirmation très forte de leur existence, de leur nation, ils ont toujours été comme ça, heureusement. Hein. Ça leur a permis de tenir tête aux nazis. Tandis que nos élites à nous ont capitulé, séance tenante, comme tout le monde le sait ou ne le sait pas. Donc que propose M. Mélenchon? En réalité, M. Mélenchon est face à un vrai problème. Le vrai problème, c'est que l'UPR a raison. Le vrai problème, c'est que beaucoup de troupes, d'adhérents, de sympathisants de France Insoumise connaissent nos analyses, y ont réfléchi, et se sont rendus compte que nous disions la vérité. Et donc M. Mélenchon voit avec beaucoup d'inquiétude le flot grandissant d'anciens adhérents de France Insoumise qui sont en train de rejoindre l'UPR. Il ne sait plus quoi faire. Parce qu'il y a autour de lui des gens qui lui disent « Mais quand même, les articles des traités, vous n'en parlez jamais ». Donc M. Mélenchon est obligé de céder des pans entiers et de se rapprocher. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Mais il y a encore un gros effort, M. Mélenchon, à faire. Le premier gros effort, c'est d'expliquer que puisque les traités se changent à l'unanimité, il est absurde de proposer, comme vous le faites depuis des années, de changer l'Europe, puisque ça n'arrivera jamais. Il faut donc que vous arrêtiez avec votre histoire de plan A, plan B, etc. Il faut que vous disiez, comme je le dis, mes chers compatriotes, l'Union européenne, elle est comme ça parce qu'elle ne peut pas être autrement, parce qu'elle est le résultat fatal depuis des décennies de confrontation d'intérêts nationaux divergents. Mes chers compatriotes, la situation est comme elle est, on ne peut pas en changer, puisque en changer, ça voudrait dire que d'autres États acceptent d'abandonner des atouts qu'ils avaient obtenus lors de leurs négociations pour permettre à la France d'améliorer sa position, et ils ne le feront jamais. Et M. Mélenchon, vous devriez donc en conclure en disant, comme je le dis, tout responsable politique qui propose aux Français de changer d'Europe ment aux Français et les entraîne délibérément dans une impasse. Et puis le deuxième point que vous pourrez ensuite faire, c'est d'expliquer qu'il y a la seule possibilité, si l'on veut sortir la France du désastre, c'est de sortir de l'Union européenne parce que la mise en œuvre de l'article 50 ne dépend pas de l'unanimité, ne dépend que de l'État qui veut sortir. Il s'ouvre ensuite une négociation de 2 ans qui soit aboutit à un accord, soit n'aboutit pas à un accord. Et si ça n'aboutit pas à un accord, le pays en sort de plein droit. On ne sait pas ce qui va se passer avec le Royaume-Uni, mais globalement, c'est ce qui va se passer. Le Royaume-Uni va sortir par la mise en œuvre de l'article 50. Voilà, Monsieur Mélenchon, vous avez encore 2 efforts à faire. Le premier, c'est d'expliquer à tous vos électeurs qu'on ne peut pas changer d'Europe parce qu'elle est irréformable pour des raisons juridiques et des raisons pratiques de confrontation d'intérêts nationaux divergents.
article 48. Le deuxième, c'est qu'il faut en sortir par l'article 50. Et Monsieur Mélenchon, quand vous aurez expliqué ça à vos troupes, ben vous vous rendrez compte en fait que vous êtes d'accord avec l'UPR sur tout et que l'UPR a raison depuis 11 ans. Et que vous avez tort depuis tant d'années. Vous avez appelé à voter Maastricht, vous avez appelé à voter non à la Constitution européenne, mais vous étiez pour une autre Europe. Vous avez traité de maréchalistes les gens qui voulaient sortir de l'euro. Maintenant, Monsieur Mélenchon, dans les mois qui viennent, nous allons nous trouver confrontés à l'épreuve de vérité au moment des élections européennes. Voilà. Monsieur Mélenchon, si vous étiez un homme d'État, vous diriez à vos troupes « En effet, je me suis trompé. C'est l'Union populaire républicaine qui dit la vérité depuis 11 ans. Et d'ailleurs, vous pourriez rallier l'Union populaire républicaine. Notre bureau national se prononcerait sur votre adhésion. Et pourquoi pas nous rejoindre? Et pourquoi pas ?» En plus de ça, le Parlement européen n'a pas le vrai pouvoir puisqu'il n'a même pas la possibilité de proposer, de faire des propositions directives. Pourquoi vous vous présentez si vous Je voulez me pas être présente député pour européen dire ce que vous n'avez jamais fait. Parce que ça fait depuis 40 ans. Ça fait depuis 40 ans qu'on a une élection pour un Parlement que vous ne reconnaissez pas. C'est absurde. Ça fait 40 ans que nous avons des parlementaires du Parti socialiste, de l'UMP devenu LR, du Parti communiste français, des Verts. Ça fait 35 ans que nous avons des députés du Front National. Ils ont fait quoi? Je vais citer un lointain prédécesseur de Fabien Roussel, Georges Marchais. Lors des élections, vous me faites plaisir. Lors des élections européennes de 1979, c'était sa profession de foi pour les élections européennes de 1979. Et qu'est-ce que nous disait Georges Marchais? Il nous disait, ils veulent, en parlant des Européens, des européistes, que ce soit à Bruxelles ou à Bonn et non plus à Paris que se prennent les décisions essentielles concernant la vie du pays. Ils veulent intégrer l'armée française dans une force militaire européenne et atlantique. Ils ne veulent pas seulement démanteler notre économie, mais fondre notre culture nationale, nos cultures régionales dans le moule américain. Ils veulent affaiblir la France, en faire une province secondaire d'un empire dominé par l'Allemagne fédérale et les États-Unis. Nous refusons pour notre pays la perspective de ce déclin. Voilà. Alors moi, ce que je dis, c'est que actuellement, les électeurs français qui votent sur cette confusion, vous savez à quoi ils me font penser? Parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce pourquoi ils votent quand ils votent pour la construction européenne. Ils votent en fait pour la destruction de notre pays et de notre unité nationale. En fait, les électeurs qui votent pour les partis européistes me font penser à un troupeau de dindes qui manifeste pour le réveillon de Noël. La question qui devrait se poser, c'est qu'on a ici, monsieur, par exemple, Ballas, qui nous dit, voilà, il faut recréer de la solidarité européenne. Monsieur Lagarde, qui me traite de menteur parce que je cite les articles 77, 78 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui effectivement transfèrent à la Commission européenne et à l'Union européenne les questions migratoires, c'est vrai. Eh bien, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ces messieurs, comment ils vont faire très concrètement et juridiquement demain pour appliquer leur programme? Voilà, j'ai vu que M. Lagarde, il tapisse tout Paris avec des affiches sur la taxation des GAFAM, sur la fin des directives des travailleurs détachés, qu'il a approuvé en son temps, du moins le gouvernement qu'il soutenait. Comment concrètement vous allez faire que... Parce que M. Macron a voulu, par exemple, revenir sur la directive des travailleurs détachés. Eh bien, il s'est ramassé un râteau parce que les Bulgares et les Polonais lui ont dit d'aller se faire cuire un œuf, c'est à l'unanimité. Je connais très bien le sujet, ça n'a jamais existé. D'accord. Monsieur Macron n'est pas allé en Bulgarie pour renégocier la Il n'a jamais voulu abroger la directive détachement, vous racontez des cracks. La renégocier profondément, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Comment vous allez, Monsieur Lagarde, faire pour renégocier cette directive des travailleurs détachés alors que Macron n'y est pas parvenu? Je dirais aux Français qu'ils arrêtent de voter pour toujours les mêmes partis politiques. Ça fait 40 ans qu'il y a une élection au suffrage universel pour le Parlement européen et ça fait 40 ans qu'il ne se passe rien. Est-ce qu'ils vont toujours voter pour les mêmes? Ils auront les mêmes résultats. Je dis qu'il faut qu'ils votent pour l'Union populaire républicaine, le seul parti politique français qui a proposé depuis 12 ans, sans désemparer, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, la sortie de l'OTAN. Notre mouvement politique, dont le site upr.fr est désormais le plus consulté de tous les partis politiques français, parce que nos analyses se sont révélées constamment justes et exactes. Et s'ils votent le 26 mai, il n'y a qu'un seul tour. Si nous dépassons les 5%, nous aurons 3 députés, moi-même,
derrière moi, Zaman Ziwan, qui est une gilet jaune, et un peu derrière, Vincent Brousseau, qui est le meilleur expert économique en matière d'euro, puisqu'il a travaillé pendant 15 ans à la Banque Centrale Européenne, et il est l'un des meilleurs experts mondiaux de l'euro qui est en train, on n'en a pas parlé malheureusement, de nous entraîner à la faillite collective. Tout changement des traités nécessitant l'unanimité des États membres, il est illusoire de croire que 28 gouvernements pourraient, au même moment, tomber d'accord sur une réelle réorientation de l'Union. Mais la France, ce n'est pas n'importe quel pays. L'argument qui est régulièrement opposé à cette démonstration est que la France n'est pas un simple pays parmi 28 et que, de par son poids économique, démographique ou encore militaire, elle aurait largement les moyens de faire pencher la balance de son côté. De plus, si la France venait à quitter l'Union européenne, cette dernière n'y survivrait probablement pas, donc les autres pays auraient tout intérêt à accepter cette réorientation. En d'autres termes, la France pourrait user de sa position dominante pour imposer aux autres États membres son chamboulement de modèle européen, par-dessus le marché, à coup de chantage à la sortie. C'est notamment un argument avancé par Jean-Luc Mélenchon, mais il n'est pas le seul. Ainsi, les personnes qui prétendent vouloir changer d'Europe parce que celle-ci ne respecterait pas les peuples ou serait dominée par l'Allemagne de Madame Merkel, proposent de faire exactement la même chose pour arriver à leur fin, imposer leur Europe au peuple des 28 États membres. Cela ressemble à la loi du plus fort. Mais notre modèle européen est universel. L'argument suivant consiste à dire que le changement d'Europe que l'on porte rencontre de façon évidente les aspirations de tous les peuples d'Europe sans exception. Alors prenons quelques exemples. Restreindre la libre circulation des capitaux et donc endiguer les délocalisations qui en découlent. Qui pourrait être contre? Eh bien probablement le Luxembourg, Malte ou Chypre, dont les secteurs bancaires représentent une large part du PIB et qui vivent de ces transferts de capitaux. Et probablement aussi les pays de l'Est comme la Pologne, la Roumanie ou la République tchèque, qui bénéficient de ces délocalisations intra-européennes. Une dévaluation de l'euro permettant de favoriser les exportations françaises, qui pourrait être contre? Probablement l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Finlande, qu'un euro fort favorise. Cela commence à faire beaucoup de noms, et ce ne sont que quelques exemples. Certaines réformes peuvent nous sembler pleines de bon sens d'un point de vue français, mais elles portent sur des sujets vitaux pour d'autres pays, car ils ont pu construire une large part de leur économie dessus. Vouloir user de sa position dominante pour contraindre ces pays à se tirer une balle dans le pied, ce n'est pas très humain d'abord, si? Alors que faire? Au lieu de s'obstiner à espérer une autre Europe qui n'a statistiquement aucune chance d'arriver. Au lieu de croire à un modèle unique européen qui ne pourra jamais convenir à 28 États aux cultures, aux économies et aux passés si différents. Au lieu de prétendre user d'une position dominante pour forcer les autres peuples à adopter notre modèle, tout en se prétendant démocrate et humaniste. Pourquoi ne pas se rendre à l'évidence que le moyen le plus certain et le plus respectueux des autres peuples de réellement changer l'avenir de la France et des Français est de quitter unilatéralement et sereinement l'Union européenne et l'euro, ceci nous plaçant, à nouveau, dans la situation de l'écrasante majorité des pays du monde. Une situation où nous détiendrons les manettes stratégiques de notre pays, et où les Français pourront mener la politique qu'ils auront décidée par eux-mêmes, sans qu'elle ne soit imposée par d'autres, et sans l'imposer à d'autres non plus. Et si notre nouveau modèle fonctionne, cela donnera probablement des idées aux autres, qui seront libres de nous imiter. Qui propose cela? Un seul mouvement politique propose depuis mars 2007 la sortie de l'Union européenne, de l'euro ainsi que de l'OTAN. Ce mouvement, c'est l'Union populaire républicaine, ou UPR. L'UPR est un mouvement de libération nationale qui rassemble temporairement les Français au-dessus des clivages gauche, centre, droite, pour rendre à la France son indépendance et au peuple français la souveraineté qui lui a été volée.